Parlons vrai. Et tout de suite les infos avec Clémence Lobary. Bonjour à tous. Un vote du budget par le Parlement de plus en plus hypothétique. Le gouvernement a annulé les débats sur le projet de loi de finances prévu aujourd'hui et lundi à l'Assemblée. Une décision alors que les discussions s'enlisent. Sébastien Lecornu a d'ailleurs accusé hier la France Insoumise et le Rassemblement National de sabotage continu. Conséquence, le Premier ministre devrait trancher d'ici mardi s'il utilise les ordonnances sous le 49.3, de dispositifs qui exposent Sébastien Lecornu à la censure. Il doit d'ailleurs présenter des mesures pour faire évoluer le texte initial. L'objectif, arriver à un compromis avec le Parti socialiste. Le gouvernement qui annonce également des mesures pour les médecins, les praticiens libéraux qui sont en grève depuis 10 jours maintenant. L'exécutif renonce ainsi à imposer des objectifs obligatoires de réduction des prescriptions. Le ministère de la Santé supprime également la possibilité de baisser unilatéralement des tarifs en l'absence d'accord avec les syndicats représentatifs. Téhéran a suspendu 800 exécutions prévues initialement mercredi en Iran. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier soir la porte-parole de la Maison-Blanche. Les Américains qui auraient également été dissuadés d'intervenir sur place par ces pays alliés du Golfe. Un Français sur 4 est à découvert sur son compte en banque dès le 18 du mois. C'est ce que révèle une nouvelle étude publiée par le comparateur d'assurance lesfurets.com. En 2025, ce découvert tombait en moyenne le 16 du mois, soit un recul de 2 jours. Le pourcentage de Français confrontés à cette situation lui augmente. Il est passé de 22 à 24% en un an. Gabriela Papadakis écartée par NBC pour les prochains JO d'hiver. La patineuse française ne commentera pas les Jeux de Milan-Cortina pour la chaîne américaine. En cause, la mise en demeure de Guillaume Cizeron. Son ancien partenaire sur la glace l'accuse d'avoir publié des informations fausses dans son livre Pour ne pas disparaître, paru hier. Dans ses confessions, Gabriela Papadakis y décrit la dégradation des relations avec son binôme. Et puis en football, 2 rencontres pour la 18e journée de Ligue 1. Monaco-Lorient à 19h et Paris-Lille à 21h. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en ce vendredi et nous allons commenter l'actualité avec vous ce matin. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour et bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. On va voir avec vous, alors on a beaucoup parlé de Chine, de l'habillement, des conditions de fabrication de ces vêtements. Vous vous êtes intéressé à ces horribles petits personnages qu'on appelle des laboubous qui ont été très très à la mode. C'est un petit peu retombé, mais il y a une face cachée dont vous allez nous parler dans un instant. Nous, on va revenir pendant les débats sur le budget avec, on l'a évoqué hier, cette réunion, ce conseil des ministres mobilisable à tout moment ce week-end pour éventuellement adopter un 49.3. Tout ça pour ça, on a eu des débats à l'Assemblée, visiblement on est dans une impasse. On en parlera tout à l'heure. Et puis ce chiffre choc, un quart des Français sont aujourd'hui à découvert le 18 du mois. Et là, on vous attend au 0826 300 300 pour que vous nous racontiez, vous, comment vous arrivez à gérer votre budget, sur quoi vous avez fait des impasses, s'il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui vous vous restreignez. 0826 300 300. Et puis, un sujet qui fait beaucoup réagir sur les réseaux. Jean-Marc Morandini condamné à 2 ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour corruption de mineurs. Il est toujours à l'antenne sur CNews. Est-ce que vous êtes choqué? Toujours le même numéro, 0826 300 300. Alors Gilles, le son du jour... Le son du jour, vous allez parler avec Laurence Saillet du budget. Du budget. Et ce matin, Maxime Yeddo recevait Amir Reza Tofighi, président de la CPME, au micro donc de Maxime Yeddo, qui expliquait que maintenant la blague a assez duré et qu'il faut un budget pour les entreprises. Les entreprises sont bloquées sur les investissements et pour les recrutements. Écoutez un peu son cri de colère avec Maxime Yeddo. On est en janvier, on n'a toujours pas de budget. Toujours pas de budget pour les entreprises, ça veut dire des investissements qui sont gelés, des recrutements qui sont décalés. Et tout ça va avoir des conséquences importantes sur l'emploi, sur l'économie, sur la croissance. Donc il y a un moment donné, il faut que cette blague elle s'arrête. Il faut qu'on ait un budget parce que... Pour vous, c'est ça, c'est une mauvaise blague depuis des semaines et des semaines, les propositions farfelues, les fausses discussions, les mauvais accords. Et bien sûr, on a l'impression qu'on est en train de jouer 2027 avec des propositions qui sont ahurissantes mais qui sont juste là pour des fins électoralistes. Donc oui, on a besoin d'un budget, il faut être un peu responsable quand même. Un pays a besoin d'un budget et pas avoir un budget en février ou en mars. On a besoin d'avoir un budget dès maintenant pour qu'on puisse enfin avoir une visibilité
pour les investissements, pour les recrutements, pour les entreprises. Oui, et ce matin, à la une du Parisien, ces entrepreneurs, ces patrons qui sont en colère, aujourd'hui, ils ne peuvent plus embaucher, ils n'ont pas de visibilité. On va en reparler, évidemment, tout à l'heure. Et là aussi, vos réactions, si vous êtes patron d'une petite, moyenne entreprise, quelle est la situation pour vous? Alors, c'est quoi le problème, Félix Mathieu, avec ces laboubous? Alors, peut-être nous réexpliquer ce que sont ces horribles peluches. Oui, certains trouvent ça mignon. Bon, apparemment pas vous, Valérie. Vous trouvez ça mignon, vous? Moyen, ça a des petites dents pointues, ouais. Des oreilles de lapin, mais ça ressemble plus à un petit singe, un peu comme il y a eu les kikis à une époque, ouais. C'est beaucoup plus vieux, ou les souris Diddle il y a quelques années. Les laboubous, des personnages colorés, effectivement, qui ont beaucoup de succès, c'est assez flashy. On a vu les stars en acheter à des prix totalement exorbitants. Oui, justement, pour vous aider dans votre introduction, je vais vous faire écouter un son qui raconte l'histoire des laboubous. Bon, alors vous pouvez partir, Félix. Mais non. Dua Lipa, Lisa de Blackpink, Rihanna, elles ont toutes craqué sur elle. Plus qu'une peluche, c'est un phénomène et avant tout un business ultra lucratif, vendu jusqu'à $150 000 pièce. Tout commence en 2015. L'illustrateur hongkongais Kazi Long lance The Monsters, une série de livres pour enfants où apparaît Laboubou. Une peluche aux oreilles de lapin, sourire malicieux, à la fois mignonne et un brin inquiétante. Mais en 2019, le géant du jouet chinois Pop Mart signe une licence exclusive et transforme Laboubou en blind box. C'est coffret mystère où l'on ne sait jamais sur quelle figurine on va tomber. Et ce suspense rend accro. Voilà, vous savez tous sur les boubous, je vous laisse voilà. Donc c'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec ces laboubous, Félix? C'est l'envers du décor, parce que c'est pas tout rose comme on pourrait le croire en les voyant en magasin. L'envers du décor, c'est dans des usines chinoises, 11 heures de travail à la chaîne par jour, 7 jours sur 7, rien de moins. Il n'y a pas de temps de travail mentionné dans le contrat de travail. D'ailleurs, les travailleurs qui viennent pour y travailler, on leur demande de signer ça en 2 temps 3 mouvements, même pas 5 minutes pour lire. Ils embauchent des adolescents qui n'ont même pas le minimum de garantie lié au statut de mineur que pourrait leur garantir leur âge. Parmi les conditions, parmi ce qui a été répertorié aussi dans ces usines qui produisent les laboubous, on a la nourriture, les conditions de vie insalubres, des salariés même qui n'ont pas été payés du tout. C'est-à-dire que vu les conditions épouvantables dans ces usines, au bout d'une semaine à peu près, ils ont fini par partir, par jeter l'éponge. Résultat, ils n'ont même pas eu un petit salaire d'une semaine pour les 7 jours qu'ils ont passé à se faire exploiter dans ces usines. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les conclusions de l'enquête d'une ONG qui a envoyé du monde sur place pour rencontrer des dizaines de travailleurs parmi les 4500 ouvriers employés dans ces usines qui produisent les laboubous. Alors, comme souvent, quand il y a ce genre de choses qui sont dénoncées, vous savez, c'est un peu la mondialisation heureuse. Chacun se défausse sur un autre. Alors c'est ah oui, mais les sous-traitants, on va régler le problème. Peut-être qu'on a des sous-traitants qui n'ont pas été assez regardants, etc., etc. C'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Mais le fait est que les conditions sont là, les conditions de travail sont là. Cette ONG qui s'appelle China Labor Watch le dénonce. Donc ils ont envoyé des enquêteurs sur place. Ils ont interrogé des travailleurs. C'est comme ça qu'ils ont fait cette enquête. Ils en ont rencontré une cinquantaine sur place qui n'étaient même pas au courant de leurs droits. Une réalité en fait qui est aggravée aussi parce qu'on, vous l'évoquiez un peu, ce phénomène de mode. C'est-à-dire que à partir du moment où ça devient furieusement à la mode sur un temps très court, ça risque de se démoder du jour au lendemain. Donc tant que ça s'arrache comme des petits pains, on exploite le filon à fond. Puis il y avait beaucoup de copies. Oui, il y a eu beaucoup de contrefaçons. Il y avait beaucoup de contrefaçons. Mais est-ce que c'est pas la même chose pour tous les jouets fabriqués en Chine? Effectivement, on en a parlé au moment de Chine. Vous voyez, c'est pareil dans l'habillement. C'est des choses qui sont effectivement régulièrement dénoncées, pas que pour les laboubous. Alors, 0826 300 300, est-ce que vous avez cédé, vous, à la mode de ces peluches 0826 300 300. Cynthia est en ligne avec nous. Elle nous appelle de Narbonne. Bonjour, Cynthia. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Alors, vous avez des enfants, ils vous en ont demandé? Alors j'en ai 3. Oui, bien sûr, ils m'ont demandé les laboubous.
Et en fait, avant d'acheter quoi que ce soit, je regarde toujours déjà l'objet qu'elles veulent acheter, le prix. Et quand j'ai vu déjà que ça avait une tête horrible, déjà j'aurais dit que c'était franchement très moche. Et ensuite j'ai regardé les prix et je leur ai fait comprendre que c'était inconscient déjà d'acheter quelque chose d'aussi cher pour une pluche. Je veux dire, elles sont grandes, dans 1 ou 2 ans, elles n'en auront plus besoin. Et en plus, c'est pas quelque chose qu'on va garder à vie. On sait très bien que c'est des produits qui viennent de Chine. Et j'essaie souvent de boycotter un peu tout ce qui vient de Chine parce que toute leur production, elle est quand même très mal faite. Elle tient pas longtemps. Donc, en bleu prix et le regard atroce de ce nounours-là, j'ai dit non, ça c'est pas possible à la place. J'aurais acheté un autre nounours pour leur faire plaisir. Mais ça, j'ai dit non, il faut comprendre qu'à un moment donné, faut pas se laisser entraîner dans la mode, même si il faut s'aider parfois sur autre chose. Mais après, il faut être raisonnable, il faut essayer de comprendre que c'est quelque chose, on peut, avec cet argent, parce que j'en ai vu qui se payaient quand même 700 € ces petits nounours. Donc, ça, c'est les collectionneurs, mais... Voilà, non mais c'est pour ça que j'ai dit, mais comme les Barbie à une époque ou quoi que ce soit, ça je suis d'accord. Mais vous êtes vigilante quand vous achetez des jouets à vos enfants sur la provenance et aux normes, vous faites attention à cela ? Ah oui, parce que pendant un temps, il y avait aussi des nounours avec une tête affreuse de toutes les couleurs qu'elles adoraient. Et je me rappelle que on leur avait offert, pas moi, mais des amis leur avaient offert. Et j'en ai une, elle en a fait des cauchemars. Oui, je préfère faire attention quand maintenant j'ai des nounours avec des têtes horribles. Je leur explique, c'est la mode, vous vous en rendez pas compte, mais il y a un impact psychologique derrière. Vous allez en faire des cauchemars, parce qu'honnêtement, ce truc, il est moche. Voilà, il est plus que moche. Il a un regard, et un sourire avec des dents qui sont complètement horribles. Alors on a effectivement, il semblerait qu'il y en ait plusieurs. On a un chiffre de 10 millions de peluches vendues, mais certains disent que ça pourrait être beaucoup plus que ça. C'est la marque PopMart qui indique ces peluches, donc au total, depuis le lancement, c'est-à-dire que c'était fin 2025 jusqu'à début 2026, vous imaginez, plus de 10 millions de peluches, Félix Mathieu. Oui, forcément. Donc là, cette ONG, elle dénonce les conditions de travail dans ces ateliers, dans la manière de produire, quand elles sont en... Oui. Vous imaginez 7 jours sur 7, 11 heures par jour. Déjà, tout est dit. Il faut quand même tenir le rythme. Alors eux, ils disent, quand on les interroge, ils disent que c'est pas eux, que c'est le sous-traitant. C'est ça. C'est le sous-traitant. Ouais, et c'est toujours l'excuse qui est donnée. C'est ce qu'ils ont répondu au Guardian qui les a interrogés. Ils se sont défaussés sur les sous-traitants en disant on va faire des enquêtes, on va vérifier. Alors c'est intéressant parce que ça nous ramène, et c'est vrai que le sujet est important, ça nous ramène aussi à ce qui s'est passé avec Chine et ce qui a été dénoncé sur à la fois la façon de produire et les normes qui ne sont pas toujours respectées. On va en parler dans un instant avec Yann Rivoalan, qui est le président de la Fédération française du prêt-à-porter. Il y a aussi beaucoup de choses à dire dans ce secteur. À tout de suite, restez avec nous, 0826 300 300. Est-ce que vous êtes vigilant aux normes? Est-ce que vous vérifiez bien qu'il y a la norme CE quand vous achetez des jouets? Les chiffres que va nous donner tout à l'heure Yann Rivoalan, parce qu'on parle de prêt-à-porter, mais dans tous les secteurs, aujourd'hui, quand on achète sur des sites comme Temu, les normes ne sont pas respectées. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, évidemment à 10h30 avec les débats. Et nous parlons donc avec vous, Félix Mathieu, de la face cachée de certains produits chinois. Vous nous avez parlé de ce rapport de l'ONG, du rapport de cette ONG qui dénonce les conditions de travail, en particulier sur la fabrication de ces petites peluches Laboubou qui ont fait un carton, mais ça nous permet également de refaire un point sur Shein avec Yann Rivoalan. Bonjour, vous êtes président de la Fédération française de prêt-à-porter. On vous a beaucoup entendu au moment du lancement des produits Shein au BHV. Vous vous battez pour qu'il y ait des normes qui soient respectées quand on importe des vêtements en particulier qui viennent de Chine, mais est-ce que les conditions de travail font partie des normes? On se bat.
En effet, pour les vêtements, je reviens sur les peluches, parce que c'est un combat qui me touche tout particulièrement également, parce que ce sont nos enfants qui sont touchés. Nos enfants auxquels on donne des produits qui sont dangereux pour leur santé, qui peuvent y compris les tuer, parce que n'oublions pas, tous ces produits qui sont non normés peuvent amener justement des drames fondamentaux. On a eu la même chose dans la décoration. On a eu des lits, par exemple, vendus sur Temu, qui pouvaient étrangler nos enfants. Donc, on est dans une situation désormais d'urgence où, oui, il y a des vêtements toxiques, oui, il y a des vêtements dangereux, et c'est un de mes combats, mais on se voit sur les cosmétiques, sur la décoration, sur les jouets, eh bien, systématiquement, on met tous les consommateurs en danger. Et c'est là mon combat, de défendre les consommateurs et de défendre les Français. Oui, j'avais discuté avec le patron de la Fédération de la beauté et de la parfumerie qui me disait que 80%, je crois, des produits qui sont importés en matière de cosmétiques ne correspondent pas aux normes, en particulier les crèmes solaires. Il n'y a aucune protection solaire. Il faut que les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent soient bien conscients que quand ils achètent sur des plateformes chinoises, c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fraudes sur toute la chaîne de la valeur. Donc on va prendre par exemple dans les crèmes, il y a non seulement des crèmes en effet qui ne sont pas normées, mais il y a aussi énormément de contrefaçons ou de dupes, c'est-à-dire de produits qui correspondent à des produits qu'on a en France et en Europe, mais qui sont en fin de compte seulement des vulgaires copies. Alors, comment vous expliquez ces produits, on se met en danger. Comment vous expliquez qu'ils arrivent en France? Par un phénomène très simple. Pendant des années, on fonctionnait par des containers et donc les douanes prenaient dans ces gros containers un ou deux produits, les testaient et à ce moment-là, on bloquait le container quand ça ne fonctionnait pas. Désormais, avec la digitalisation, c'est des milliards de colis qui arrivent, c'est près de 5 milliards de colis qui arrivent en France et donc on est submergé par tous ces colis et on ne peut pas les arrêter un par un, les tester un par un. Et on le voit d'ailleurs, quand on les teste, on s'aperçoit qu'il y a une majorité de ces produits qui sont dangereux pour la santé et qui sont non normés. Donc de ce fait, on doit muscler nos douanes et c'est l'objectif par exemple de la taxe petit colis qu'on veut mettre en place parce qu'avec cette taxe, on récupère ainsi des millions voire des milliards et c'est cet investissement qu'on devra mettre dans les douanes pour pouvoir se protéger. Oui, mais ça ne va pas changer la matière qui est mauvaise des produits de mettre une taxe. Alors vous avez complètement raison, ça va plutôt stopper tous ces colis, parce que le but c'est de faire qu'ils ne rentrent pas ni en Europe ni en France, et s'ils ne rentrent plus en effet dans nos pays, eh bien j'espère que tous les producteurs qu'on a essentiellement en Chine vont refaire des choses normées. N'oublions pas, la Chine en fait est capable du meilleur comme du pire. Du meilleur parce qu'on le voit, c'est un très gros compétiteur qui est capable de donner des produits d'extrêmement bonne qualité, mais à l'inverse, ils sont capables de nous envoyer les pires merdes, et je suis extrêmement vulgaire parce que justement, ça met en danger nos enfants, et donc il faut être véhément par rapport à tous ces produits qui arrivent. Vous n'avez pas répondu à ma question, c'est-à-dire est-ce que dans les normes aujourd'hui, quand on obtient une norme, les conditions de travail sont prises en compte ? Eh bien, pas du tout. Et c'est bien le souci parce que on ne peut pas jouer à la police dans justement tous ces différents pays. Donc, de ce fait, on sait que des personnes sont exploitées, on sait que des gens travaillent beaucoup trop, mais ce n'est pas notre problème entre guillemets. C'est catastrophique parce que évidemment, c'est horrible de savoir qu'on a acheté une peluche qui a été fabriquée par des gens qui sont exploités, mais en soi, légalement, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, de ce fait, c'est sur les autres sujets, comme par exemple la dangerosité, comme l'environnement, qu'on peut aller parce que de ce fait-là, on peut sur ces sujets pouvoir mieux se protéger. Mais tout est lié en fait. C'est-à-dire en fait, les gens, en fait, quand on vole, quand on fait des contrefaçons, quand on exploite, quand on envoie par avion, en fait, les gens qui sont brigands d'un côté sont des voleurs de l'autre. Donc, de ce fait, on règle quasiment tous les sujets quand on protège avant tout nos consommateurs et la planète parce que ça induit aussi après une fabrication qui est de meilleure qualité, comme on l'a évidemment en Europe ou encore en France. Est-ce qu'il y a eu des changements depuis l'arrivée de Chine au BHV ? C'est-à-dire, est-ce que, parce que on en a beaucoup parlé, c'est moins dans l'actualité aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une intensification auprès des douanes au-delà des opérations spectaculaires de communication ? Est-ce qu'il y a eu des avancées sur le contrôle de ces produits contrefaits ou qui ne sont pas aux normes ? Alors en effet, je peux féliciter notre ministre Serge Papin qui à la fois a lancé cette assignation contre Chine pour les suspendre, pour stopper le site. On n'a pas gagné dans un premier temps, mais on va faire appel avec des nouveaux arguments. Et donc clairement, depuis Chine a peur. Et comme ils ont peur, ils ont dans un premier temps stoppé leur marketplace et désormais leur marketplace n'est plus ouvert à tous ces produits qui sont dangereux. Et donc on le voit, on peut faire pression sur ces plateformes asiatiques
en leur faisant des procès. Par exemple, le secteur de la mode vient de faire un procès contre Chine pour concurrence déloyale et près de 120 marques se sont associées. Et j'invite tous les autres segments, comme la cosmétique, comme les jouets par exemple, à rejoindre ce type de mouvement pour justement se protéger de ces plateformes. Juste un mot, c'est bien 80% des jouets qui arrivent de Chine, commandés, là c'est Chine, du pays de la Chine, qui sont commandés sur des plateformes comme Temu, ne sont pas aux normes, hein, c'est-à-dire qu'il y a des dangers. C'est mieux que ça. C'est 100% des jouets testés par UFC Que Choisir qui étaient tous dangereux et hors normes. Donc, en fait, en soi, il n'y a même pas de débat. Je vais parler au président de la Fédération française de prêt-à-porter. Hier, dans mon zapping, j'ai parlé du fameux chèque France. Vous savez, 250 € pour acheter français. Quelle est la position de la Fédération française de prêt sur ce de prêt-à-porter, sur ce chèque que les entreprises paieraient en partie à leurs employés? Alors, le but, il est en effet de développer le Made in France. On a néanmoins des limites parce que fabriquer en France, c'est aussi de donner des salaires français. Et donner des salaires français, c'est aussi des prix de produits qui sont plus chers. Et donc, il faut aussi accepter que pour avoir des salaires dignes d'un côté, eh bien, on va avoir des produits plus chers de l'autre. Et donc, de ce fait, je pense qu'il y a 2 Made in France à concevoir. Un concevoir de produits qu'on va fabriquer par de la mécanisation, par des robots. Et donc, grâce à cette industrialisation, on peut avoir des produits moins chers. C'est par exemple le cas des brosses à dents. Par contre, dans les vêtements, il y a une autre façon de faire du Made in France que tous nos consommateurs peuvent faire. C'est-à-dire, quand ils ont un produit avec un trou, ils le réparent. Et bien, en fait, quand ils le réparent, d'eux-mêmes, ils font du Made in France. Et donc, il y a un mouvement global. Le chèque de 250 € en fait partie. Et il y a d'autres actions dans les réparabilités, par exemple, qui vont permettre de faire du meilleur Made in France, tant au niveau des industries qu'au niveau des consommateurs. Ouais, d'accord. Et le BHV, ils en sont où, à votre connaissance? Ils sont mal. C'est-à-dire, le vent de Chine sont inexistantes. À Paris, c'est à peine 2000 € par jour, grand maximum. Donc, dans un grand magasin comme celui-là, évidemment, ce n'est rien. Les consommateurs n'y vont pas parce que non seulement ils voient que les produits sont vraiment de très mauvaise qualité, et en plus, l'offre folle qu'il peut y avoir sur le site, ils ne le retrouvent évidemment pas dans ce petit magasin. Et comme dans ce magasin, on est obligé de payer la TVA, etc., forcément, les prix des produits sont plus chers. Donc, les consommateurs achètent très peu. Résultat, Frédéric Merlin, son propriétaire, n'a absolument pas lancé pour l'instant les collections dans tous les autres BHV qu'il peut y avoir partout en province. Donc il a perdu. Il a perdu toutes les marques qui sont parties de ces BHV et en même temps, il n'a même pas réussi à vendre avec Chine. Cet homme a définitivement détruit à la fois les marques françaises en ne les payant pas et détruit l'image du BHV en s'associant avec Chine. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio, Yann Rivaud-Allan, et vous êtes combatif, vous êtes un président de la Fédération française de prêt-à-porter combatif, et je redis à nos auditeurs d'être très vigilants quand ils commandent sur des plateformes chinoises. Ce sont des produits qui sont souvent contrefaits, qui sont souvent dangereux. Vous parliez de vêtements dangereux, c'est important de le dire. Moi, je connais des gens qui ont commandé des vêtements, des pantalons qui ont été couverts d'urticaire, donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis, vous l'avez dit, des lits pour enfants dangereux, des étagères qui ne tiennent pas, et des produits cosmétiques contrefaits. Merci à vous, merci. Et nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, Valérie Expert. On est ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Laurence Saillet, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Vous êtes spécialisé en communication politique. Benjamin Cauchy est avec nous. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise. Merci d'être là. Et Anthony Samama, vous êtes maire adjoint du 15e arrondissement de Paris. Nous allons parler de ces Français qui sont à découvert le 18 du mois. Un Français sur 4 est à découvert. C'est énorme. C'est un chiffre qui interroge qui devrait interroger les politiques. On va parler du budget avec vous, Laurence Saillet. Tout ça pour ça suffit. Gilles, on va réécouter peut-être tout à l'heure l'extrait de cette interview ce matin au micro de Maxime Liédo. Ça suffit maintenant. Il faut trouver un budget. Mais est-ce que le gouvernement va passer en force? Et puis commenter votre avis sur cette condamnation de Jean-Marc Morandini et sur le fait que Canal+ assume complètement de garder l'animateur, assume complètement, c'est entre guillemets, ce sont les mots de son directeur général. Je vous rappelle qu'il a été condamné à 2 ans
de prison avec sursis, 20 000 € d'amende pour corruption de mineurs. 0826 300 300. On commence avec vous, Gilles, avec le zapping. La petite demi-heure avant vous laisser pour les débats. Vous savez, l'actualité qui paraît pas importante, mais qui finalement est importante. Hier, un document choc dans Complément d'enquête sur LDC. Alors LDC, c'est 3 petites lettres inconnues du grand public, mais alors vous connaissez qui se cache derrière LDC parce que c'est le Gaulois ou Maître Coq. Alors si dans la pub les poulets dansent le French Cancan, dans la réalité, je peux vous dire qu'ils dansent pas le French Cancan, et la génétique a en fait réduit leurs pattes pour enfler plutôt les cuisses. Je vous présente une race qui a été créée en laboratoire par cette marque, par LDC. Elle s'appelle le Ross 302. Écoutez bien à quoi ressemble le Ross 302. C'est la Formule 1 du poulet aujourd'hui. À 35 jours, il est prêt à être abattu pour être mis sur les étals et puis consommé. Cette Formule 1 de la volaille porte un nom. Ross 308. Une souche issue de croisements génétiques, l'une des plus utilisées au monde. Elle permet d'atteindre un poids d'environ 2 kg en seulement 35 jours. Par comparaison, les poulets fermiers de Loué gambaderont au moins 84 jours avant d'être consommés. Il y a beaucoup plus de filets, moins de pattes, une patte plus petite que d'autres races. Il a cette capacité à développer énormément de viande sur ses filets. C'est incroyable d'ailleurs. Il faut 1,6 kg d'aliments pour faire 1 kg de poulet. Moi, quand je suis arrivé chez LDC, j'étais loin de penser que c'était possible. Et bien si, c'est possible. Pour grossir en un temps record, ces poulets consomment ces granulés, hyper protéinés, fournis par LDC. Il y a du blé, du maïs, des tourteaux de soja génétiquement modifiés, mais également 23 additifs. Et là, ce sont des poulets français pour le coup. Et on a vu des images, j'ai vu moi quelques extraits de la chair de poulet où on montre que ces petits morceaux blancs qu'on voit sur les blancs de poulet qu'on achète ne sont pas normaux sur des poulets qui auraient été élevés au grain. Et puis il y a ce schéma qu'on voit qui nous a été montré de ces poulets qui sont des poulets transgéniques maintenant énormes. Comme cette marque, c'est 308, je me suis trompé de chiffre. Le Rox 308, vous réagissez comment ? Je suis toujours effrayé quand je vois ces reportages, quand je vois avec quoi sont nourris ces animaux que nos enfants et nous-mêmes allons avoir dans nos assiettes. Oui, parce que ça fait des nuggets, entre autres. Oui, ça fait pas que des nuggets, c'est la restauration collective, etc., etc. Et vous vous retrouvez avec des produits dont vous ne savez absolument pas avec quoi exactement ils ont été mangés, ils ont été modifiés génétiquement comment, etc. Enfin, c'est le meilleur des mondes dans le pire des cauchemars, en fait. C'est hallucinant. Oui, mais c'est ça, c'est que c'est souvent utilisé dans les produits transformés. Laurence, la difficulté, en fait, c'est que vous avez une formation de nutritionniste, donc j'imagine que le sujet vous parle. Oui, alors c'est très compliqué parce que on le verra après. Effectivement, les Français ont un pouvoir d'achat très réduit. Malheureusement, c'est souvent sur l'alimentation qu'on réduit aussi, si vous voulez, la dépense, et on se retrouve à essayer de chercher le moins cher. Ce que je comprends tout à fait. Comme vous avez un SMIC et 2 enfants, toutes nos considérations que nous allons étaler ici ne touchent pas, vous vous en foutez en fait, parce que vous n'avez pas de choix. Donc moi, ce que je regrette, c'est qu'en France, parce qu'on a eu des écolos-bobos qui ont totalement mis la pression sur nos systèmes d'élevage, alors qu'on a des choses qui sont intermédiaires. Tout le monde ne va pas pouvoir se payer un vrai poulet fermier qui gambade dans l'herbe, mais il y a aussi l'intermédiaire, c'est-à-dire un élevage un peu plus productif, mais qui n'est pas aussi grave, aussi néfaste que celui-là. Et comme on a empêché nos producteurs français de se développer, on se retrouve à importer des choses complètement dingues et sur lesquelles on n'a plus aucun contrôle. Oui, il y a un problème aussi d'éducation à faire, je crois, et de pédagogie sur la consommation de volaille, de bœuf, de viande de manière générale, avec notamment la nécessité d'apprendre aux gens à consommer peut-être moins mais mieux, peut-être ne pas manger de poulet tous les jours, mais 1 ou 2 fois par semaine, et lorsqu'on en mange, effectivement, faire l'effort de peut-être payer un peu plus cher le poulet et manger un bon poulet, d'autant que là, on évoque un poulet français qui, malgré tout, a été engraissé avec un certain nombre de produits qui ne respectent pas tout à fait ce qu'on attend de la part des nécessités de contraintes de santé publique. Néanmoins, on sait qu'il y a aussi le Mercosur qui va être signé dans les tout prochains jours par le président, par l'Union européenne, quand bien même Emmanuel Macron va signer contre, et donc on va avoir
en concurrence avec ces produits-là qui sont français, mais qui malgré tout ne sont pas tout à fait aux normes de ce qu'on pourrait attendre, des poulets qui vont être encore plus transformés, encore plus traités. C'est pas le poulet, notre concurrence avec le poulet, ça sera pas le Mercosur. Le Mercosur, ça touche d'autres viandes et ça sera en très petite quantité. Je sais que tout le monde est contre le Mercosur et je suis pas particulièrement pour l'accord, mais il faut pas imaginer que parce qu'on va signer le Mercosur, de toute façon, on importe déjà de la viande. Et c'est pas parce qu'on va signer le Mercosur que tout à coup on va envahir les marchés. Il y aura en tout cas de la volaille qui viendra d'Amérique latine. Notre problème du poulet, notamment, c'est aussi l'Ukraine. Parce que comme on a eu une bonne intention au départ, et je le sais parce qu'au Parlement européen ça a été des sujets qui étaient très présents, on a dit ok, on va aider l'Ukraine et donc porte ouverte, alors que ceux qui se sont engraissés, si je peux me permettre le mot, avec l'import de poulet, c'est pas les pauvres Ukrainiens qui partent au combat, c'est des grosses filiales, et donc notre poulet français était moins compétitif. Mais d'abord, avant d'avoir peur de l'importation, permettons à nos producteurs de produire pas cher. Pourquoi ils produisent cher ? Parce qu'il y a des charges, parce qu'il y a des normes. Donc on peut pleurer tous les accords de libre-échange qu'on veut si on ne se soigne pas nous-mêmes du mal français. C'est-à-dire dès que vous embauchez quelqu'un, vous payez 2 fois son salaire pour le faire travailler, on ne s'en sortira pas. Oui, mais là, quand vous achetez le poulet, il s'appelle le Gaulois, il a le drapeau français. Ça, c'est pas normal. Il y a un poulet français et derrière, vous savez pas que vous achetez un poulet qui a été trafiqué en laboratoire quand on voit les images de compléments d'enquête. On peut rappeler quand même à nos auditeurs qu'ils ont la possibilité de commander directement dans des filières. Il y a aujourd'hui de plus en plus. Voilà, moi je commande par exemple ma viande directement sur Internet. Je suis livré en chronofrais. Je sais exactement où ils ont été élevés, combien de temps ils sont restés au tête, et c'est exactement le même prix. C'est exactement le même prix, et on n'est pas du tout sur justement des tarifs hyper élevés. Il faut sortir de là-dedans. C'est en filière courte, donc vous n'avez pas tous les intermédiaires et tout le. Oui, mais ce que dit Valérie Expert, en fait, c'est que quand on dit ça coûte cher, vous vous dites c'est le même prix que ce que vous achèteriez vous. Mais là, ces poulets complètement trafiqués, on les retrouve dans des plats industriels. Oui, bien sûr. Et quand les personnes dont on parle qui ont vraiment des difficultés de pouvoir d'achat, même cette commande que vous faites, elles ne pourront pas la payer. Et je veux jamais qu'on oublie ça, parce que sinon on passe pour des moralisateurs. Combien le kilo ? On est au même prix que sur la viande que vous trouvez en grande distribution. C'est ça qui est fou, quoi. Alors Benjamin Cauchy, on est autour de 26 euros le kilo. Mais c'est 15 euros en grande distribution. Où est-ce que vous achetez vos poulets, Benjamin ? Mais le poulet, c'est pareil. Moi, mon poulet, je vais couper Arnaud. Mais moi, mon poulet, je suis un peu comme Arnaud. Mon poulet, je vais l'acheter sur le marché de mon village, et il est produit pas très loin. Il coûte pas beaucoup plus cher. En revanche, sur la notion de mutation génétique, lorsque l'on boit son lait le matin, on ne s'interroge pas quotidiennement pour se dire tiens, les vaches ont été issues de croisements génétiques pour améliorer leur productivité laitière. Quand on mange un bon steak, même si on l'a acheté en chronofrais, il est possible qu'il soit le fruit de croisements génétiques depuis plusieurs générations. Et on voit bien dans la crise, notamment de la dermatose et les abattages massifs de troupeaux, la grande colère des exploitants agricoles était justement d'exprimer le fait de la disparition de tous ces croisements génétiques et de tout ce travail génétique qui avait été porté. Donc effectivement, le reportage d'hier, il n'est pas très glamour et il donne pas forcément envie de manger du poulet. La première question qui a à se poser, c'est est-ce que finalement les produits qui sont donnés à ces poulets respectent des normes sanitaires ou non ? Je pense que oui. Après, encore une fois, c'est une question d'éthique et de choix de consommation, mais comme l'a dit Laurence, malheureusement, parfois les gens font le choix du moins cher. Oui, un poulet standard en grande surface, c'est environ entre 3,50 € à 4,50 € le kilo. Donc un poulet d'1,5 kg coûte entre 5 et 7 €. Le poulet label rouge, c'est entre 5,50 et 7,50 le kilo. Et le poulet bio, c'est entre 9 et 12 € le kilo. Donc c'est vrai que ça coûte quand même un peu plus cher. Mais ce que disait Anthony Samama est peut-être manger moins et un peu mieux. En tout cas, ça fait débat, et je vous conseille de regarder le replay du complément d'enquête. Effectivement, vous regarderez plus. Pour les enfants, vous pouvez pas supprimer les protéines animales super facilement. Par contre, on peut faire ces nuggets, ça va très vite. Voilà. Oui. Pour une fois, complément d'enquête, parler autre chose que de l'équipe et de l'écosystème Bolloré, ça fait du bien quand même. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio et on continue le tour de table du zapping de Gilles. Oui, alors je voulais savoir s'il y avait des coquins et des coquines autour de la table. Qui connaît Tinder? Est-ce que vous connaissez Tinder, l'application? Qui ne connaît pas Tinder? On connaît de nom sans forcément utiliser. Ouais, je sens qu'il y en a qui se sont connectés sur Tinder. Alors, mais c'est pas de Tinder, enfin c'est indirectement de Tinder dont je vais vous parler. C'est donc pour nos éditeurs qui ne connaissent pas un site de rencontre sur lequel on swipe les différents profils. Je me pose peut-être. Mais voilà, exactement. Mais vous risquez d'être surpris car parfois entre les visages de votre futur bien-aimé, il va avoir une pub pour les municipales et c'est le gouvernement. Pourquoi vous avez l'air étouffé? Il est communicant politique, donc ça l'interpelle. C'est le gouvernement qui a fait un accord avec Tinder. Reportage sur TF1. Depuis hier, en ouvrant Tinder, vous pouvez désormais tomber sur ce genre de messages. Des affiches colorées, reprenant un langage à destination des jeunes générations. L'application de rencontre s'est associée au gouvernement avec un but, sensibiliser les jeunes électeurs aux élections municipales en mars prochain. L'idée vous surprend. C'est pas forcément le genre de message que les personnes vont aller chercher sur des sites comme ça. Je trouve ça intéressant vu que c'est une plateforme que tout le monde utilise et donc c'est toujours bon à savoir. C'est une information utile. Une campagne d'information intégrée directement dans Tinder. Plus de 60% des utilisateurs de l'application ont entre 18 et 30 ans et c'est justement cette tranche d'âge qui représente le taux le plus élevé d'abstention systématique lors des dernières élections. L'idée, c'est pas d'inciter les jeunes à aller voter. L'idée, c'est de leur dire, il y a les élections municipales qui arrivent, c'est un temps démocratique qui est fort et que c'est aussi un droit dont ils possèdent pour exprimer leur voix. Déjà, il apprendra à parler français, le monsieur, ce serait mieux. C'est le patron de Tinder France. Un droit dont il procède, c'est pas français. La tâche qui nous incombe et qui nous décombe. C'est ça. Un droit qu'il possède, pas dont il possède. Vous en pensez quoi? Alors, le communicant je suis effrayé en fait. C'est effarant. Voilà, mais c'est génial. Moi, je trouve ça formidable d'aller donner de l'information pour mobiliser les gens partout où ils sont. Ça peut être sur Tinder, ça peut être partout. Jacques et Michel, pourquoi pas? bien sûr, allez, on y va. Mais ça n'a rien à voir. Déjà, les applis de rencontre, c'est pas tabou. Moi, j'y suis pas par une question morale. C'est parce que, comme mon visage est connu, j'aurais l'air un peu bête. Donc, je ne pourrais pas me permettre d'y être. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est super. Les gens se rencontrent. Enfin, ça crée des histoires d'amour, des rencontres. On dirait qu'on parle du diable. C'est un endroit où qui crée du flux, de la dynamique. Disons aux gens, venez, mobilisez-vous pour votre devoir de citoyen de voter. Pourquoi pas Tinder? C'est le biais sociologique qui me gêne. Alors, en fait. qu'en dit le politique que vous êtes, Anthony Samama? Moi, je suis d'accord avec Laurent Saillet. Ouais. Je pense qu'effectivement, il faut aller chercher les jeunes là où ils sont. On peut soit rester pleurnicher en disant que les jeunes ne votent plus et rester les bras croisés, soit essayer de trouver des solutions novatrices, clivantes, originales, modernes pour essayer d'aller parler aux jeunes là où ils sont. Hier, c'était la télévision, puis les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est les applications de rencontres comme Tinder. Je crois que c'est le sens de l'histoire et que toute bonne action permettant de parler aux jeunes et notamment de les sensibiliser sur le vote, et d'ailleurs cette campagne fait le buzz puisqu'on en parle, ça nous permet de rappeler que les élections municipales sont le 15 et 22 mars prochain, que les gens doivent s'inscrire sur les listes électorales s'ils ont déménagé entre-temps, que les commerçants et les professions libérales peuvent voter là où ils travaillent. Tout ça, c'est des messages qu'on passe grâce à cette opération de buzz ou de communication. Donc en effet, moi je soutiens pleinement cette démarche du gouvernement. Parler du sens de l'histoire, je vous félicite pas, cher ami, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas vraiment une conception de droite. Qui vous choque dans le fait de parler justement aux jeunes sur les applis. Vous avez parlé du sens de l'histoire. La sémantique m'intéresse, c'est pour ça. Je trouve que tous en même temps, mais sur cette campagne, ça vous choque? Oui, ça me choque. Je pense que le politique, il n'a pas à s'adapter à ce genre de moyens de communication, parce que les moyens de communication soient utilisés par le politique, j'ai pas de problème. D'aller s'installer dans ce genre de format, ça me pose problème. Je préférerais que le politique aille plutôt parler véritablement
aux citoyens, c'est-à-dire qu'il y a une désincarnation de la politique. Quand vous êtes sur vous avez un message. C'est pas des politiques qui font des messages, c'est l'État qui dit aux gens d'aller voter. Mais c'est ça. Mais moi, je pense qu'en vérité, la faiblesse du politique, la crise du politique, c'est que on a détruit les partis politiques, on a détruit les solidarités sociales et la sociabilité que créent les partis. Aujourd'hui, les gens ne se réunissent plus en section, ils n'adhèrent plus aux partis politiques. Regardez la faiblesse d'adhésion des partis politiques. Donc vous voulez qu'il y ait que les personnes plus âgées qui votent, et comme ça on continuera à faire des politiques économiques qui ne protègent pas les jeunes, parce que les jeunes ne vont pas aux urnes, donc on continuera à payer les retraites et on ne donnera rien aux jeunes. Il y a eu des mouvements de jeunesse extrêmement puissants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Parce que ils sont moins politisés, ça les intéresse pas. Ils s'engagent davantage pour des causes. Oui, c'est ça. Ils sont plus sur Tinder ou sur d'autres applications que dans des réunions. Alors il est jaloux parce qu'il peut pas y aller. Benjamin, juste un auditeur me dit. Un auditeur me dit. Ça serait un peu triste. Un auditeur me dit adopte un maire. Ils auraient dû faire une campagne plutôt adopte un maire. Mais parce qu'il connaît pas adopte un mec. Tu connais pas l'appli ? Bien sûr que si, tout le monde connaît. C'est pareil. Alors Benjamin. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas, je serais moins puritain qu'Arnaud. Je pense qu'effectivement c'est un bon média, ça touche la cible effectivement de ceux qui votent le moins, donc moi je dis pourquoi pas. Et puis juste pour la petite blagounette, pour ceux qui se prennent des râteaux sur Tinder, on attend la pub, engagez-vous pour le service militaire. Exactement, bravo, ça c'est drôle. Ça. Alors moi ça s'adresse pas du tout à moi parce que ça dit éviter le goumin post-élection. Vous savez ce que ça veut dire le goumin ? Non. Ça veut dire une peine de cœur, c'est ce que Anthony, qui est plus jeune que nous, connaît. Ça désigne un chagrin d'amour. Et puis il y a aussi une des affiches qui dit le printemps arrive, la boulangerie est ouverte, les bureaux de vote aussi, allons voter. Pourquoi ? Est-ce que vous avez la ref, comme on dit ? J'ai la ref. C'est quoi ? C'est parce que quand il y a un bel homme, on dit un pain. Voilà. Bravo. Ah bah attendez. Voilà, le pain voulant dire avoir un crush. Voilà. On est l'experte. Voilà, c'est bien. Voilà, le pain c'est la nutrition. Voilà. Donc ça s'adresse effectivement. C'est une campagne. Moi j'ai des filles. Enfin j'ai une fille qui a 22 ans. Ouais. Donc ça me permet de rester un peu dans les codes et dans les références. Ouais. Et il y a week-end. Parler urbain. Week-end avec ton crush le 15 ou le 22 mars. Évite le goumin post-élection. Donc ça va être des petits messages. C'est génial. Je trouve ça formidable. Gilles, un dernier son. Allez, c'est un dernier son du vendredi. Voilà, je voulais finir ma chronique avec un petit peu d'humour, mais c'est aussi important si vous êtes en vacances durant le mois de février et que vous allez skier. Eh bien, durant la montée, dans votre télésiège de 20 à 25 minutes, eh bien, si vous en profitiez pour vous confesser, il y a un prêtre. Ah oui, j'ai vu ça. Il y a un prêtre. On enchaîne ce matin, c'est formidable. Il y a un prêtre qui vous confesse sur le télésiège. Petit reportage. La confession télésiège, c'est de se dire, eh bien, il y a le fun du télésiège, le fun de la neige. On a vraiment la chance d'avoir tout ça à portée de main. Et puis, il y a notre petit cœur qui vient là-dedans. Et quelquefois, le petit cœur, il est un peu blessé, il est un peu torturé. Voilà, on prend le temps de se dire, eh ben, ça c'est dommage. Et en même temps, eh bien, la vie continue et le Seigneur me relève et je crois en son pardon, en sa miséricorde. Et hop, on y retourne. 6-7 minutes de confession, ça paraît court, mais du coup, on va droit à l'essentiel. C'est-à-dire que tes emmerdes avec ta voiture et que tu as juré 3 fois de suite, ça m'intéresse pas. On va à l'essentiel tout de suite. Et ta relation professionnelle, ta relation avec tes parents, avec tes enfants, ça on y va tout de suite. Et s'il y a besoin, on retourne. Moi qui suis chrétien, je trouve ça plutôt pas mal de pouvoir aller se confesser et de parler directement. Alors je sais pas comment ça se déroule exactement. Est-ce que télésiège, c'est quelque chose. Non mais ça, merci, j'avais compris. Mais est-ce que c'est le prêtre qui est là et il attend que les gens viennent ? Ce que vous avez entendu, c'est le prêtre. Oui, qui a l'air très sympathique et je trouve ça très sympa. Sauf que, pardon de le dire, et je vais paraître pour la laïcarde du moment, mais pour moi la religion, c'est chez soi et dans les lieux de culte, dans les lieux de culte, parce que après il faudra pas venir se plaindre si on a des imams qui font la même chose, etc., etc. Je pense que la religion a beaucoup trop de place dans la société, dans le débat politique, et que c'est problématique. D'accord avec vous. Donc, si on commence à faire passer des messages religieux dans des endroits où les gens ne les sollicitent pas, à moins que les gens sollicitent. Et concernant la confession, je dirais encore une dernière chose où tout le monde va me détester encore. Pour tous ceux qui font n'importe quoi dans leur vie et qui vont se donner bonne conscience en allant se confesser,
Je trouve ça un peu toujours aussi très limite. Je suis assez sceptique, moi aussi. Anthony Samama, ouais. Je suis assez sceptique parce que d'abord c'est un acte qui est très personnel. Non, mais c'est un acte qui est très personnel et il faut que ce soit une démarche personnelle, un peu solennelle, avec une forme de sacralité en fait. Lorsqu'on va à l'église et lorsqu'on va au confessionnal, ça ne doit pas être quelque chose qu'on trouve au coin de la rue en prenant le télésiège 30 secondes entre deux pistes de ski. C'est pas l'image que je me fais d'un acte aussi profond, réfléchi, mûri et sacré que doit être la confession. Oui, mais les personnes vont de moins en moins à l'église, donc. Mais c'est ça, mais c'est pareil. C'est la politique. Donc c'est du prosélytisme religieux. Il faut aller voter. Ils sont occupés, donc ils vont sur un télésiège, comme ça ils ont une confession. J'attends le prochain message. Benjamin, il est désespéré. Benjamin Cauchy. Je suis assez désespéré, mais je retiendrai surtout l'argument de Laurence qui a parfaitement raison. À partir du moment où un prêtre le fait, attention au principe de laïcité et ça risque de déborder. Et moi, j'ai aucune envie de voir un imam, un prêtre ou un rabbin sur un télésiège, quoi. Même si c'est le début d'une histoire drôle, ça. Au sommet des montagnes, on se rapproche du Seigneur. Je pense pas que ça soit l'endroit idéal. Et Thomas qui nous disait adopte un maire nous dit cette fois-ci confesse sur tire-fesse. Bravo Thomas. Allez, on se retrouve lundi en ce qui me concerne. D'accord. Et nous on continue nos débats. On va parler donc de ces Français. C'est une étude CSA qui nous apprend que près d'un quart des Français déclarent être à découvert sur leur compte presque tous les mois, et ce dès le 18 du mois. 0826 300 300. Appelez-nous pour témoigner, pour nous dire comment vous gérez votre budget. Tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Vous savez, vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Un quart des Français est à découvert le 18 du mois. C'est ce que nous révèle une enquête de l'Institut CSA Research. On en parle ce matin avec Laurence Saillet, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne, Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, et Anthony Samama, maire adjoint du 15e arrondissement de Paris. On va parler également du budget avec vous, Laurence Saillet. Ce budget invotable, ça suffit maintenant, disent un certain nombre de patrons et de Français également. On va en reparler. Et puis la condamnation de Jean-Marc Morandini. Canal+ assume complètement de garder l'animateur sur CNews. 0826 300 300, ce chiffre assez sidérant. Un quart des Français donc est à découvert le 18 du mois. C'est un chiffre qui augmente chez les 25-34 ans, 42%. C'est une augmentation de 7 points en un an. Même tendance un petit peu plus faible pour les 18-24 ans. C'est vrai qu'ils travaillent peut-être, ils suivent des études, mais visiblement aujourd'hui, c'est une lapalissade, une banalité que de le dire. Les salaires ne suivent plus, Benjamin Cauchy. La vie est chère et les salaires ne sont pas... Alors évidemment, il y a des disparités en fonction des régions. Quand on vit dans les grandes villes, c'est souvent plus cher de se loger, plus cher de se nourrir. Néanmoins, les Français ont du mal à boucler les fins de mois. Oui, ils ont du mal à boucler les fins de mois. Et vous avez pointé du doigt, Valérie, le véritable sujet, c'est que le travail ne paye plus assez par rapport aux charges qu'aujourd'hui les Français doivent assumer entre l'inflation sur les matières nécessaires pour s'alimenter, sur l'alimentation, des nouvelles charges, celles du numérique, les abonnements téléphoniques, Netflix et Internet qui sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, des charges captives. Le pouvoir d'achat des Français ne s'est pas accru autant que le montant des charges, que ce soit l'électricité ou d'autres. Donc aujourd'hui, malheureusement, tant que nos gouvernants et nos parlementaires ne prendront pas la décision de taper dans la butte des dépenses publiques pour soulager les charges qui pèsent sur le travail, tant du côté des employeurs que des salariés, nous ne nous en sortirons pas. Aujourd'hui, nous arrivons à des points de bascule où finalement ne pas travailler revient à obtenir un meilleur pouvoir d'achat que celui qui travaille. Je ne vous parle pas de revenus, mais je vous parle de pouvoir d'achat. Ouais. Donc nous sommes dans un système pernicieux, dans une spirale infernale où des gens qui, malgré le fait de se lever tous les matins, de prendre sa voiture en périphérie toulousaine pour aller travailler, faire quelques dizaines de kilomètres parfois pour jobber et finalement se retrouver avec un pouvoir d'achat moins important que son voisin qui lui est en recherche d'emploi. Je ne stigmatise pas celui qui est en recherche d'emploi, je stigmatise le système qui rend aujourd'hui démotivant de se lever le matin.
Ouais. Dans l'étude, celle qui a fait l'étude dit les Français ont pris l'habitude de faire avec moins et de gérer leurs dépenses au plus près. Les Français disent avoir un peu moins ressenti les effets de l'inflation, notamment sur les prix de l'alimentation, mais néanmoins ils se sont adaptés à cette situation. Oui, Benjamin. Si je peux me permettre, Valérie, par rapport à cette situation, quand on regarde un petit peu les taux de croissance des supermarchés sur le dernier trimestre 2025, c'est plutôt intéressant. On va dire qu'en termes de valeur, on reste sur les mêmes montants, d'accord, mais en revanche, on distingue une consommation beaucoup plus accrue des marques distributeurs et des premiers prix au détriment des marques classiques dans la grande distribution. Donc il y a des arbitrages qui se font effectivement, ils ne ressentent pas forcément l'inflation parce que les Français vont majoritairement se réfugier sur des produits d'entrée de gamme ou modifier leur comportement d'alimentation en supprimant la viande et en allant compenser par de la protéine issue des œufs. Avant, la boîte de thon c'était pas cher, la boîte de thon a doublé, donc maintenant il n'y a plus que les œufs, quoi. Mais donc il y a une modification de la consommation alimentaire aussi qui peut être dangereuse sur la santé de nos concitoyens. Christian est en ligne avec nous. Bonjour Christian, vous nous appelez d'Anglet. Oui. Bonjour. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez adapté aujourd'hui vos dépenses à vos revenus de façon différente de ce que vous aviez pu faire par le passé? Ben oui, évidemment. Moi, aujourd'hui, je touche à peu près 6 à 7 fois moins que ce que je touchais quand je travaillais. D'accord? Donc aujourd'hui, j'ai une retraite de 1 400 €, je ne vais pas vous le cacher, je suis à la retraite. Et il me reste, quand j'ai tout payé, il me reste 200 € pour manger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il m'arrive le moment de changer des pneus, une réparation véhicule ou des médicaments que je dois payer de ma poche, voilà. Donc, on saute des repas. On achète dans certains magasins des cajots qui sont à la sortie pour 1 €, 2 €. En fait, on n'a pas une vie extraordinaire pour avoir travaillé toute sa vie. Ouais. Donc, et encore, je suis encore, il paraît, dans la moyenne. Moi, je connais des femmes autour de moi, au club où je vais, qui ont élevé des enfants et qui ont 620 € de retraite. Donc, les Français aujourd'hui, et beaucoup, et ça on n'en parle pas suffisamment, ont faim. Ouais. On a faim. Il faut être honnête. On peut pas se payer. On entend. Vous voyez, regardez. Je vais vous donner un exemple. En ce moment, on entend les agriculteurs. Faut manger français. Faut arrêter de manger les produits qui arrivent de l'extérieur et tout ça. D'accord. Moi, je suis d'accord. C'est normal. On doit aider nos mecs. Comment je fais pour les aider, moi? Dites-moi. Ouais. Comment je fais? Ouais. Avec quel argent je vais faire vivre, moi, les agriculteurs en France? Et suis-je tout seul là dans ce... Non. Et le pire de tout ça, aujourd'hui, on en parle. Mais moi, je vous ai déjà eu il y a quelques années en arrière. Et à plusieurs reprises, où on parle toujours de la même chose. Moi, ça fait 10 ans que je suis en retraite. Ma retraite a augmenté de 40 €. Ouais. Et depuis 10 ans, vous avez changé de comportement. Vous avez remarqué que la vie avait augmenté. Vous avez changé, adapté votre comportement à ce qui se passe. Bien sûr, regardez, je peux pas m'acheter des fruits tous les jours. Je peux pas. Moi, les fruits, c'est cher. Aujourd'hui, c'est minimum le kilo à 5 balles, en gros. Ouais. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas me donner le droit de ça. Vous voyez? Je dois acheter dans des fameux rayons aujourd'hui qu'on a fabriqués pour les pauvres, excusez-moi le terme, dans les grandes surfaces. Il y a des endroits où on doit nous aller et d'autres endroits où on peut pas aller. Ouais. Merci. Devant... Oui, pardon. Non, mais merci de votre témoignage, Christian, qui est très sûrement, qui est représentatif de beaucoup de Français aujourd'hui. Je voyais Laurence, ça y est, parce que réagir. Effectivement, c'est la réalité. Il faut dire, la vérité, c'est que la France permet à certains de ne pas travailler tout en les payant, des gens qui peuvent travailler, qui choisissent de ne pas travailler, qui vont toucher le RSA, qui se maintiennent dans l'assistanat, mais on ne dit rien, on laisse faire. La France accueille énormément d'immigration qui coûte très cher. Chaque place en centre de rétention administrative, ça avait été évalué à presque 600 € par jour. D'accord ? La France accueille une immigration qu'elle loge, une immigration irrégulière, qu'on loge à l'hôtel.
La France paye, l'argent public est géré de manière totalement dispendieuse avec des dépenses. Tout le temps, on dit qu'on va réduire la dépense publique, on ne le fait jamais. Et ben, du coup, la France taxe et elle taxe le travail. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez votre salaire brut et votre salaire net, la différence est telle que c'est vraiment, on est champion du monde aussi là-dessus. Oui. Donc c'est même pas le problème des entreprises qui payent pas assez, c'est que les charges sont tellement importantes que le net est si bas par rapport au brut qu'on en arrive à des pouvoirs d'achat qui sont très bas. Donc tant qu'on ne changera pas fondamentalement le système, si vous voulez, de dépenses publiques et aussi qu'on ne reparlera plus, parce que plus personne parle d'immigration dans ce budget, économie sur l'immigration dans le budget, 0 €. Est-ce que vous pensez que des gens qui vivent avec 600 € par mois à la retraite, qui ont élevé des enfants, ils vont pas aller voter Rassemblement National ? C'est tout. Enfin, je veux dire, un budget où on ne parle pas d'immigration. Ça coûte de l'argent ou pas l'immigration ? Est-ce qu'on va réduire le budget ou pas ? Non, personne n'en parle. C'est redevenu tabou. Et continuons avec les tabous et les gens iront voter Rassemblement National parce qu'ils vont être en colère. Rassemblement National qui n'apportera peut-être même pas les réponses nécessaires. Ce qui est fou, c'est que les gens se retrouvent aussi dans cette situation de, comment dire, de découvert, parce que c'était ça le sujet à l'origine, de découvert, puis évidemment d'avoir des gros problèmes de pouvoir d'achat. C'est d'autant plus choquant qu'il y a eu un document, il y a un documentaire qui est sorti il y a pas longtemps. C'est en 1966 ou 67, la France était considérée comme la deuxième puissance du monde. Voilà, donc nous sommes passés de la deuxième puissance du monde à un pays où les retraités sont obligés d'aller dans des rayons pour aller se nourrir avec les régatons, les fruits moches et ceux qui sont un peu en fin de vie. Vous avez des couples qui n'arrivent plus à se loger, qui sont obligés de faire 1h30 de transport pour aller travailler parce que sinon ils trouvent pas un appartement en centre-ville. Des mamans seules qui travaillent et qui vont au Resto du Cœur. Qui travaillent. Une comment ça s'appelle, l'impossibilité de pouvoir sécuriser le fait d'avoir des enfants et pas un ou deux, mais peut-être plus. Ils ne peuvent pas le faire parce que pour les mêmes raisons. Ouais. Vous n'allez pas faire venir un enfant quand vous avez déjà du mal à faire nourrir le couple ou un des enfants, puis avoir une nounou parce que vous n'êtes pas là toute la journée, parce que vous êtes devenu aussi le loupin de prolétariat, c'est-à-dire qu'on vous fait travailler très loin, vous êtes obligé de prendre une nounou et qu'en vérité vous travaillez pour payer quelqu'un d'autre qui va s'occuper de vos enfants parce que votre travail est trop loin. Enfin, on est rentré dans un système de société qui est complètement fou, qui est complètement inégalitaire, qui est complètement injuste, et je pense que les ferments, vous le disiez justement, les ferments de la radicalité aux deux extrêmes de l'Assemblée nationale, que ça soit pour LFI ou que ça soit pour le Rassemblement national, c'est justement ce sentiment d'injustice et d'insécurité sociale. Les gens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Quand vous avez Paris, et je parle sous votre contrôle, où la ville a acheté des centaines, des milliers d'appartements pour y loger des gens qui sont des primo-accédants, souvent issus de l'immigration, et que donc les classes populaires ou les classes moyennes ne peuvent pas se loger et ne pourront d'autant pas se loger que le logement social est réservé à d'autres. Vous pouvez couvrir la France de logements sociaux, il y aura toujours de nouveaux gens qui arriveront de l'extérieur qui seront prioritaires sur vous. Et les gens, ça les met dans une situation de pauvreté. Vous imaginez le travailleur pauvre, vous travaillez pour être pauvre. Je veux dire, quelle conception d'esprit complètement folle, quoi. On va en reparler et vous pouvez évidemment réagir. On a des réactions sur le Facebook qui nous disent ce serait bien d'arrêter de rêver que le chômeur gagne mieux sa vie ou du moins un meilleur pouvoir d'achat que le travailleur. Ça peut être vrai, mais moi, dans mon cas, j'avais un chômage de 1 500 €. J'avais perdu absolument toute aide et je peux vous assurer que de retrouver un emploi m'a ouvert de meilleures possibilités en termes de pouvoir d'achat. J'étais au chômage parce que concrètement, avec un chômage à 1 500 €, on a le droit à rien. Aujourd'hui, il travaille, il gagne 1 800 € net et il a 400 € de prime d'activité. Encore heureux. Il dit bien que ça peut arriver. Il dit bien que ça peut arriver. Quand bien même ça n'arrive qu'une seule fois, c'est déjà une fois de trop. C'est pour ça que la droite, notamment, propose d'avoir une
une aide unique plafonnée à 70% du niveau salaire. du salaire du SMIC pour pouvoir s'assurer que dans tous les cas, le travail paye plus que l'assistanat ou le chômage. Le problème clé, effectivement, sur cette information qu'on voit, c'est en effet la différence entre le net et le brut. Et en France, c'est plus, malheureusement, travailler plus pour gagner plus, c'est taxer plus pour dépenser plus. Et on n'arrivera pas à résoudre fondamentalement ce problème sans remettre à plat totalement notre modèle social et notamment le financement des retraites qui est en grande partie à l'origine de ces coûts-là, qui représentent près de 50% des coûts du modèle social français. Il faut revoir tout ça pour pouvoir permettre aux travailleurs de rapprocher leur note du brut. On se retrouve dans un instant, on va parler du budget. Le Premier ministre doit s'exprimer ce soir, ce qu'on vient d'apprendre. Et puis on parlera du maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne après une condamnation pour corruption de mineurs. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, dans l'actualité, il y a cette confirmation de la Cour de cassation de la condamnation de l'animateur de CNews, Jean-Marc Morandini, à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. 2 ans avec sursis, 20 000 euros d'amende. La chaîne assume son maintien à l'antenne. Ça fait beaucoup réagir, évidemment. Il y a le syndicat des employés de Canal+, qui regrette profondément la décision prise par le groupe. Ça pose un certain nombre de questions. C'est la décision, effectivement, de la chaîne qui avait pourtant dit qu'une fois qu'il y aurait une condamnation définitive, ce qui est le cas, il ne resterait pas à l'antenne. Alors, un de leurs arguments est de dire qu'il va porter plainte, qu'il va porter la plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Néanmoins, ça pose un certain nombre de questions sur ce maintien. Benjamin Cauchy, vous en pensez quoi ? Écoutez, Jean-Marc Morandini, il a été condamné et je crois qu'il faut respecter la décision et j'ai bien regardé avec attention, il respecte strictement cette décision. Maintenant, cette décision de justice ne lui interdit pas de travailler. Je voudrais pas que on utilise finalement cette condamnation pour l'empêcher de travailler. Alors j'entends bien cette question de morale finalement par rapport à la justice, hein, c'est ça le sujet de fond. Oui. Est-ce que la morale doit tomber sur une décision de justice ? Moi j'ai juste envie de vous faire un parallèle parce que pour moi l'affaire est un peu grosse. Le 29 septembre 2005, Marc-Olivier Fogiel est condamné à 5 000 euros d'amende pour injure à caractère racial. D'accord ? Le 29 septembre 2005, Marc-Olivier Fogiel est condamné pour injure à caractère racial. Depuis 2005, M. Fogiel, qui est un grand professionnel, a tenu d'une main de maître la direction de BFM et s'exprime encore sur RTL, me semble-t-il. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui a été incapable d'effectuer un véritable travail professionnel pendant 20 ans ? La réponse est non. La différence entre Morandini et Fogiel, c'est qu'il y en a un qui travaille sur BFM et qu'il y en a un autre qui travaille sur CNews. Et moi, j'ai l'impression quand même que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et que derrière, en fait, derrière ce dossier Morandini se cache aussi des aspirations à taper sur CNews. Moi, je le vois aussi comme ça, quoi. Non, mais vous plaisantez ou quoi ? On parle de corruption de mineurs, de 42 SMS envoyés à un mineur. Enfin, faut lire le jugement. Non, mais j'entends. Juste pour rappel, Marc-Olivier Fogiel a été condamné, si vous êtes tout à fait honnête, dans le cadre de l'affaire Dieudonné, de son émission. Donc, c'est pas lui personnellement qui a prononcé dans l'affaire Fogiel, c'est un SMS qui a été écrit et diffusé. Ouais. Mais donc c'est un petit peu, puis on va pas comparer les choses, on parle effectivement. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui a été condamné, on ne peut pas l'empêcher de travailler. Non, mais tout le monde est prompt à réagir quand c'est du MeToo, quand c'est à l'égard de jeunes femmes, etc. Alors effectivement, il n'y a pas eu de viol, il y a eu échange. Il n'y a pas eu d'agression dans l'affaire Morandini. Il y a eu une condamnation à 2 ans, donc ça pose une question morale, comme vous l'avez dit. Je me pose absolument, pas. Donc voilà, donc on estime que oui, il est.
mais vous ne pouvez pas nier que ça fait réagir et que ça pose, question. Parce que par exemple, je voulais juste mettre un exemple, un contre-exemple pour faire relativiser. Je vous parle des indignations sélectives. Quand on parle de Bertrand Cantat, tout le monde est d'accord pour dire que oui, le concert est compliqué, etc. Donc oui, chacun juge à l'aune de ses propres valeurs et de sa morale. Vous en pensez quoi, vous, Arnaud Stéphan ? Cette histoire est terrible parce qu'en plus, là, c'est mon petit cœur de communicant qui saigne. Ouais. Ça veut dire quoi, la part de Canal+, de dire elle assume ? Elle assume quoi ? Ouais. Non, mais je veux dire, ils assument quoi, en fait ? Ils assument tout ? Ou ils assument de le garder, ils assument de le garder malgré sa condamnation pour corruption de mineurs. C'est quoi assumer quand on est un groupe qui est dirigé, dont le propriétaire est monsieur Vincent Bolloré, qui est très sur la morale et tout ça. Il faut pas rigoler avec un truc. Il y a des émissions religieuses tous les 4 matins sur ces antennes. Donc moi je voudrais savoir, ça veut dire quoi assumer on parle souvent ici des cas de violence aux mineurs, sur les enfants, sur la corruption de mineurs, sur tout ce qui est en direction de ces enfants et où la France n'est pas, on va dire, véritablement très proactive. On rappellera que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, il y a plus de 15 000 agressions sexuelles et violences physiques par an. On est un pays qui n'est pas du tout un modèle dans ce genre-là. Je pense que quand on est une personnalité publique, on se doit d'être totalement inattaquable. Voilà, c'est quelqu'un qui est sur des émissions de télé, il a un public, il y a des gens qui ont été victimes et qui vont continuer à le voir le matin présenter des émissions. Moi, ça me pose un problème parce que ce sont, encore une fois, c'est pas un truc qui s'est passé entre adultes où c'est parole contre parole, j'ai mal estimé, elle m'avait dit, il m'avait dit, etc., etc. Là, ce sont des mineurs et dont on peut penser qu'à un moment donné, ils n'avaient pas totalement conscience de ce qui était en train du piège qui était en train de se refermer sur eux et la manière dont on a essayé de les manipuler pour pouvoir avoir des échanges de photos. Il y a eu échange de photos. C'est déjà un premier pas inacceptable pour moi. Alors oui, il n'y a pas eu d'agression physique, mais l'agression morale et la flétrissure que ça représente pour quelqu'un qui est un personnage public, moi ça me pose problème. Voilà. Il est certainement très gentil, monsieur Morandini. Il fait certainement des déjeuners très sympathiques, des dîners. Il est peut-être très drôle, c'est peut-être un ami très cher, etc. J'ai pas de problème avec ça. Moi, mon problème, c'est que il y a une partie de monsieur Morandini qui fait qui le pousse. Alors que je veux dire, il y a on parlait tout à l'heure de Tinder, et il pouvait aller sur Grindr s'il avait un problème pour essayer de trouver quelqu'un et d'échanger des photos. Là, il l'a fait avec des mineurs. Et ça, pour moi, c'est la frontière, c'est inacceptable. On peut écouter l'une des victimes. C'est une personne qui a demandé à plus de 40 reprises une photo nue à un mineur. Je sais pas ce qu'il faut de plus. Il a utilisé leur antenne, le temps d'écran qui lui était consacré pour, à la fin, arriver à corrompre des mineurs. C'est aussi simple que ça. Maintenant, l'interdiction de travailler avec des mineurs me paraît plus que logique, mais derrière, ça n'empêche rien. Anthony Samama. Oui, c'est vrai qu'il respecte effectivement, comme l'a dit Benjamin Cauchy, cette décision. Le groupe Canal décide de le maintenir. Il n'est pas hors la loi s'il continue d'être à l'antenne. C'est une décision personnelle. Si lui estime en son âme et conscience qu'il peut continuer à exercer son travail, moi je crois qu'il ne faut pas condamner les gens ad vitam aeternam et que s'il pense pouvoir faire son travail dans de bonnes conditions désormais... C'est pas lui dont il est question, c'est de la chaîne. Son groupe lui fait confiance, il continue d'être présumé innocent. Mais ça vous pose pas de problème moralement ? Moi je comprends que le groupe décide de lui faire confiance dans la mesure où il a dit qu'il allait faire appel à la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, et donc qu'il continue d'être présumé innocent. On va se retrouver dans un instant pour parler du budget avec vous, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Nous passons à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et Laurence, évidemment, c'est un sujet que on voulait aborder ce matin, qui a été abordé dans la matinale de Maxime Liédot, le budget, un jour sans fin. Je vous propose peut-être d'écouter ce que disait ce matin l'un des invités de Maxime Liédot, Amir Reza Tofighi, président de la CPME. Écoutez ce qu'il disait à propos des entreprises. On est en janvier, on n'a toujours pas de budget. Toujours pas de budget pour les entreprises, ça veut dire des investissements qui sont gelés, des recrutements qui sont décalés.
Et tout ça va avoir des conséquences importantes sur l'emploi, sur l'économie, sur la croissance. Donc il y a un moment donné, il faut que cette blague elle s'arrête. Il faut qu'on ait un budget parce que... Pour vous, c'est ça, c'est une mauvaise blague depuis des semaines et des semaines, les propositions farfelues, les fausses discussions, les mauvais accords. Et bien sûr, on a l'impression qu'on est en train de jouer 2027 avec des propositions qui sont ahurissantes mais qui sont juste là pour des fins électoralistes. Donc oui, on a besoin d'un budget, il faut être un peu responsable quand même. Un pays a besoin d'un budget et pas avoir un budget en février ou en mars. On a besoin d'avoir un budget dès maintenant pour qu'on puisse enfin avoir une visibilité pour les investissements, pour les recrutements, pour les entreprises. Ouais. Laurent Sayet. C'est très grave ce qui est en train de se passer parce que c'est pas seulement de la popole qui pourrait nous amuser en se disant oh là là, mais c'est très grave parce que la réalité sur le terrain c'est comme elle l'a été exprimée. Et moi j'en veux beaucoup à Monsieur Faure parce que c'est un populiste. C'est un homme qui, parce que il y a eu un 49.3 bashing pendant des mois et des mois, où dans les manifestations, on voulait plus de 49.3, complètement stupide. Le 49.3 est un outil qui permet de faire passer un budget quand on n'a pas de majorité. C'est-à-dire, c'est notre situation. Et donc, Monsieur Faure, pour faire son petit populisme de bas étage, a mis la pression avant les discussions sur le budget pour que le Premier ministre dise qu'il abandonne le 49.3. En flattant, si vous voulez, les esprits qui ne s'étaient pas vraiment intéressés à la Constitution. Résultat des opérations, le jour où le Premier ministre a dit qu'il abandonnait le 49.3, je l'ai toujours dit, ce n'est pas possible. Il n'y aura jamais une majorité derrière un budget. Pourquoi ? Un budget, c'est un acte politique. Voter le budget, c'est être dans la majorité. Si vous votez le budget, ça veut dire que vous êtes d'accord avec la majorité actuelle. Donc on se doutait bien qu'il n'y aurait pas de vote du budget de tous ceux qui n'étaient pas dans la majorité. C'est un calcul mathématique. Donc là, on a parlé pendant 3 mois en expliquant les uns montent les impôts, les autres les baissent. Enfin, ça a été une guéguerre d'ego au sein de l'hémicycle. Résultat des opérations, qui en paie les pots cassés aujourd'hui ? C'est les Français, les entrepreneurs, donc les Français, puisque quand l'entreprise est en difficulté, c'est du chômage, c'est des salaires qui n'augmentent pas. Et maintenant, on se retrouve à dire qu'il va falloir un 49.3. Mais quelle blague. Je n'en veux pas du tout au Premier ministre, parce que si vous voulez, on aurait pu mettre Pierre-Paul Jacques, qu'il aurait été dans la même impasse. Mais Monsieur Faure, qui, pour flatter, je vous dis, les bas égaux de ceux qui ont fait du 49.3 bashing, a mis la zizanie, lui est pour moi le principal responsable de la situation actuelle. Il avait qu'à dire qu'il ne censurerait pas le budget. On avançait, on votait un budget qui était moyen, certes, mais au moins on mettait pas les Français dans cette situation. Oui. Réaction, Anthony Samama, sur ce... Oui, je partage tout à fait le constat de Laurent Sayet. C'est vrai que la situation, elle est dramatique parce qu'en attendant les jours et les jours de discussion pour le moment à l'Assemblée et au Parlement de manière plus générale, il y a en effet des entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte. On n'a pas connu autant de faillites depuis des décennies en France. Il y a des entrepreneurs qui, effectivement, stoppent leur carnet de commandes parce qu'ils n'ont aucune visibilité sur l'avenir. Il y a de plus en plus de départs aussi, de jeunes qui sont diplômés d'écoles de commerce, de management, etc., qui quittent la France parce qu'ils ne croient plus en notre pays. Et donc, on voit bien une France amorphe, à l'arrêt, politiquement, mais ça rejaillit négativement sur toute la société. Ça instille un état d'esprit défaitiste et je crois qu'il faut très vite remonter la pente. Malheureusement, ma conviction, c'est qu'on n'en sortira qu'à partir de 2027 avec une nouvelle campagne présidentielle, avec un nouveau souffle, avec des nouvelles propositions, avec une nouvelle équipe à la tête de la France, et qu'en attendant, il faut en effet que chacun prenne ses responsabilités, et singulièrement le Parlement, pour essayer de passer dans de meilleures conditions possibles cette période-là et éviter tout un tas de souffrances inutiles aux Français, et particulièrement aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise. Mais ce que dit Laurent, c'est ces petits jeux politiques minables qui nous ont amenés là. Non, Arnaud ? Pourquoi petits jeux politiques minables ? Il y a un truc... Des calculs. Donc il faudrait que quand vous avez voté, vous avez été élu par des électeurs qui vous ont demandé de représenter un programme et une volonté, vous alliez forcément à l'envers de tout ce qu'ils vous ont demandé. Non. Là, ce qu'a dit Laurent sur le fait que oui, on est dans la majorité ou on est dans l'opposition on se détermine sur le budget, c'est fondamental. Mais qu'est-ce qui se passe ?
Au bout d'un moment, je suis désolé, mais il y a eu un vote au moment des législatives. Qu'est-ce qui a fait des barrages comme des petits castors? Qu'est-ce qui a décidé de faire du barrage et qui a mis l'Assemblée nationale sans dessus dessous? C'est le vote des Français. À un moment donné, ils ont décidé de faire un barrage. Ils n'ont pas fait un vote politique. Ils ont fait un vote moral. Vous vous retrouvez donc sans majorité. Et il y a un moment donné, vous avez 2 énormes blocs à l'Assemblée nationale qui n'ont rien à foutre de ce que vous êtes en train de raconter. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une dissolution. D'accord? Et ils s'en foutent des menaces du petit Premier ministre. Ils s'en moquent qu'on leur dise attention, on va faire une dissolution. Ça les concerne pas. Le message, il est pas pour eux, il est pour le bloc central. La menace de la dissolution. Parce que ceux qui vont se prendre un gadin en cas de dissolution, c'est le Parti Socialiste. C'est eux qui sont... Alors là, je suis complètement d'accord. Ils sont au cœur de ce qui se passe. Ils ont tellement peur d'une dissolution et de se prendre un gadin en cas de législative anticipée, de se retrouver à 30, c'est qu'ils sont prêts à tout, y compris à faire n'importe quoi. Voilà. Et maintenant, en plus, à pousser le gouvernement à faire un 49-3 alors qu'ils avaient dit qu'il fallait pas faire de 49-3. C'est l'attitude du Parti Socialiste. Mais c'est aussi l'attitude des Français qui, à un moment donné, au moment des législatives, ont fait n'importe quoi. Et Monsieur Attal, au milieu de la nuit, dans la cour de Matignon, avec un micro, une pauvre lumière, il faut faire un front républicain qui pète complètement la logique de l'élection législative qui était en train d'arriver. C'est ça qui s'est passé. Vous voyez, il y a un moment donné, bon bah voilà, il y a eu un choix. Je suis d'accord avec vous. Et Yael Braun-Pivet, je me rappelle, elle disait à l'Assemblée, c'est formidable, l'Assemblée nationale représente tous les Français. Mais c'est méconnaître la politique. Ça montre bien qu'elle débarque, pardon de le dire. Mais quand je l'ai entendu dire ça, j'ai dit mais formidable de quoi en fait? Ça va être très compliqué. Donc se réjouir de ça, c'est vraiment d'une bêtise absolue. Et méconnaître la politique. On a un auditeur, Jean-Pierre, en ligne. Bonjour, vous nous appelez de la Ciotat. Alors, ce budget passera pas. C'est un peu un jour sans fin. C'est ce que disait Laurent Sayet. Non, moi je pense que Emmanuel Macron est machiavélique, comme on le sait, mais alors à un point qu'on ne peut pas soupçonner. En plus d'être narcissique, mais ça, on va entrer dans la psychologie à 2 balles, donc c'est pas mon métier. Par contre, il a bien anticipé que tout ceci se produirait, qu'il n'y aurait pas d'accord et que le budget va passer par ordonnance et qu'il pourra se débarrasser de Monsieur Lecornu tout de suite après, et puis nommer quelqu'un qui va faire la route jusqu'à l'élection présidentielle. Il ne veut pas qu'on lui succède, et M. Lecornu est plus populaire que lui, il ne le supporte pas. Ça, c'est la partie narcissique. Et en même temps, il a envie de décider comme s'il avait une majorité. Donc, avec les ordonnances, il va décider. Ouais. Je pense qu'on est exactement dans les définitions même du macronisme, et excusez-moi si je vais choquer, je vais peser mes mots, on est dans ce qu'on appelle une démocrature. Ça a l'apparence d'une démocratie, mais seulement l'apparence, quoi. Il y a une Assemblée nationale, mais effectivement, qui est totalement paralysée. Benjamin Cauchy, voulez... Merci Jean-Pierre de votre appel. Qu'est-ce que vous voulez réagir peut-être à ce que vient de dire Jean-Pierre ? Par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre, je ne rentrerai pas dans la psychologie du personnage d'Emmanuel Macron qui a, en tout cas, sur ses paris politiques, on a raté un beau, c'est celui de la dissolution. Et donc maintenant, c'est effectivement de la responsabilité d'Emmanuel Macron de voir la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Maintenant qu'on a dit ça, moi je vais surtout réagir par rapport à ce que disait le président de la CGPME que vous faisiez passer à l'antenne il y a quelques minutes, en disant qu'il fallait absolument un budget. Je suis chef d'entreprise et effectivement, je le constate parmi à la fois mes fournisseurs, mes clients, effectivement, une économie qui est à l'arrêt, complètement, hein, que ce soit sur les recrutements, sur les perspectives d'investissement, d'emploi, de production, tout est à l'arrêt. Et j'entends en même temps me dire, oui, mais vous savez, si on n'a pas de budget, ça va être le chaos. Mais le chaos, on l'a déjà. On a déjà un chaos réglementaire, on a un chaos normatif, on a un chaos social, on a un chaos économique, on a une économie qui est exsangue et à l'arrêt, on a 3500 milliards de dettes. Moi, j'ai envie de dire plutôt à la CGPME, j'ai pas envie d'avoir un budget qui va passer comme ça vite fait en janvier ou février 2026, et il va encore falloir qu'on serre les fesses pendant plus d'1 an et demi avant que le pays décide de se réveiller, ou alors, on se dit que de toute façon ce budget est mauvais, donc il faut dissoudre. Et je ne pense pas me considérer comme un populiste en disant qu'il faut peut-être un peu un courage. Et quand on voit toute cette colère qui se nourrit depuis plusieurs semaines, on a vu les agriculteurs agir, mais il y a tellement d'autres corps de métier qui sont en train de crier au secours. Je pense que l'exutoire démocratique de la dissolution est pour moi pas seulement un gadget, mais indispensable si on veut vraiment faire quelque chose dans le pays.
Puis on rappelle que le budget 2027 commence dès mars-avril, les premières négociations budgétaires. Donc on n'a toujours pas de budget et on sera déjà sur le budget 2027. Vous avez adoré le budget 2026. Vous allez être dans un état d'euphorie totale pour celui de 2027. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. On va parler d'autres sujets avec vous. On va revenir sur la propreté dans les grandes villes et à Paris en particulier. Et puis l'économie française. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on va continuer notre tour de table. Juste une précision, Benjamin Cauchy, vous avez fait une erreur tout à l'heure en disant que Jean-Marc Morandini allait faire appel à la CEDH, à la Cour européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas suspensif dans un jugement, le jugement français. J'ai pas parlé de la CEDH, j'en ai pas parlé. C'est pas vous, alors c'est peut-être Arnaud, mais en tout cas ce n'est pas définitif. Et deuxième chose, la comparaison avec Marc-Olivier Fogiel, et je ne voudrais pas avoir de plainte pour diffamation, ne concerne pas un propos raciste proféré par Marc-Olivier Fogiel, mais il est condamné en tant que producteur d'une émission dans laquelle un tweet un SMS a été diffusé. Donc je pense qu'il faut nuancer un petit peu et que la comparaison n'est pas valable. Je voulais juste préciser cela. Alors, Arnaud Benedetti, je veux pas bien... Presque, je peux vous faire une imitation. Voilà. Arnaud Stéphane, Emmanuel Grégoire, donc candidat à la mairie de Paris, reconnaît des ratés. Oui, et bravo, alléluia. C'est dommage, c'est un peu tard, mais pour ouvrir son cœur à l'espérance. Mais il se trouve qu'en effet, Emmanuel Grégoire a reconnu qu'il y avait eu en effet des ratés sur la propreté à Paris. Alors déjà, c'est un bon début. Puis son propos, c'est l'article dans le Figaro qui est sorti aujourd'hui, et puis il dit oui, c'est vrai que sur la sécurité aussi, et puis peut-être sur les violences faites aux femmes, et puis aussi sur les transports. Bon, grosso modo, il nous fait une confession négative, c'est-à-dire qu'il nous explique qu'il a tout raté, mais qu'il n'a rien raté, mais que peut-être, en effet, il a un bilan qui est globalement positif. Bah non, il suffit de lire Emmanuel Grégoire pour comprendre que le bilan de la mairie de Paris est totalement catastrophique. Mais surtout, et vous m'excuserez cette formule un peu triviale, Valérie, c'est le foutage de gueule qui est élevé au niveau de l'art. C'est-à-dire d'expliquer aujourd'hui qu'on a peut-être eu des ratés sur la propreté à Paris. Il suffit de se promener dans Paris pour comprendre que c'est pas possible de dire qu'il y a eu des ratés. Des ratés, c'est rien par rapport à ce qui est la situation d'une ville qui vit du tourisme, qui vit de son image, et qu'aujourd'hui est déclassée, puisque dans la presse, alors il nous rate jamais, de toute façon la presse internationale, mais dans la presse internationale aujourd'hui, on favorise Londres, on favorise Rome, on favorise d'autres villes à travers le monde qui deviennent aujourd'hui des villes aussi glamour, en tout cas sur papier glacé dans ces magazines internationaux, que la bonne ville de Paris. C'est la capitale de la France. Moi, je suis passé devant le Sénat hier. Il y a un immeuble avec des arcades. Vous avez des SDF qui dorment, des sacs de couchage. Et on parle de la capitale de la France. Et si vous êtes promené place de la Concorde, voir tous les dalles fracturées, les herbes folles qui sortent. Pour reparler de la propreté, je crois que dans la majorité de M. Béliard, il y avait un élu ou une élue qui était super contente des rats. Vous vous rappelez pas cette histoire ? Les surmulots, ils font partie de la vie à Paris. Oui. Il faut accepter le vivre ensemble avec les surmulots. Il faut le dire, formidable. Grande capitale touristique. Anthony, votre coup de gueule ? Oui, moi ça va être dans la prolongation de ce qui vient d'être dit. C'est aussi pour souligner un miracle à l'approche des élections concernant les enjeux de sécurité de la part de grands maires écologistes ou du Parti socialiste qui dirigent des grandes villes comme Paris, Lyon, Nantes ou Grenoble, effectivement, et Bordeaux aussi. Effectivement, on a depuis quelques mois maintenant la réalité qui saute aux yeux. Là, quand on disait le réel, c'est quand on se cogne. Eh bien, à l'approche des élections municipales, il y a effectivement un certain nombre de maires qui commencent à se cogner face à la réalité de l'insécurité. Emmanuel Grégoire, qui a été premier adjoint d'Anne Hidalgo et qui, en effet, a dirigé la ville ou co-dirigé la ville avec elle pendant des années, nous dit maintenant qu'en effet, il y a un problème d'insécurité à Paris après l'avoir totalement nié. À Lyon
Lyon aussi, Grégory Doucet, qui avait refusé d'ailleurs l'aide de la part de la région dirigée par Laurent Wauquiez pour pouvoir améliorer la sécurité, déployer des caméras de vidéosurveillance, etc., nous dit désormais qu'en effet, il y a un problème d'insécurité à Lyon. Il fait tout un tas de propositions. Il veut créer une brigade anti-incivilité. Il y a aussi à Nantes, où Johanna Roland reconnaît désormais un problème d'insécurité dans sa ville après avoir pendant des années relativisé ces violences. À Grenoble aussi, et donc partout exactement le même scénario. Pendant des années, des politiques du Parti socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts, des écologistes qui nous disent que en fait c'est un sentiment d'insécurité, c'est nous qui sommes fous et il faut pas crier au loup. Et puis à l'approche des élections, ils nous disent en fait finalement vous aviez raison, en effet il y a un problème d'insécurité dans nos villes et vous allez voir ce que vous allez voir. À partir de maintenant, on va s'occuper de ce problème-là. Le problème, c'est pas d'évoluer, c'est de nier la réalité vécue par les habitants et de les faire culpabiliser pendant des années. C'est comme sur la propreté, on avait dit aux Parisiens, c'est parce que les Parisiens sont sales, c'est pour ça que la ville est sale, vous comprenez. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose ? On propose des dispositifs timides pour faire semblant d'avoir compris le problème, alors que le problème est extrêmement profond. On corrige pas 6 années d'aveuglement idéologique avec quelques annonces en fin de mandat. Et donc faites confiance à ceux qui vous parlent de sécurité depuis longtemps. Alors vous êtes en campagne et vous êtes en charge de la sécurité, donc on comprend un peu mieux votre discours. Peut-être une réaction, Benjamin, sur ce qui vient d'être dit, parce que vous êtes effectivement aussi au cœur de ces sujets. Oui, j'ai envie de vous dire, moi j'aurais plutôt envie de faire un pied de nez à ce que je viens d'entendre sur le problème de l'insécurité dans les grandes métropoles. Et puis si je peux me permettre de faire mon petit coup de gueule, en tout cas mon petit coup d'éclairage et rebondir dessus, faites comme les industriels en France qui sont aujourd'hui 30% à s'installer en zone rurale. La ruralité est peut-être le nouvel Eldorado pour le réarmement industriel de la France, loin des vicissitudes de propreté ou d'insécurité des grandes métropoles. Le foncier est moins cher, il y a des aides publiques à l'installation, il y a un cadre de vie qui est beaucoup plus clément, même si c'est difficile d'aller recruter parfois en zone rurale ou de pouvoir d'avoir un accès facilité au transport. Il n'en est pas moins que ces entreprises ont une grande capacité de résilience et ces entreprises s'impliquent également dans le tissu économique et le tissu associatif local. Alors la question que j'avais envie de vous poser en cette fin d'émission, c'est que effectivement il y a des grands projets structurants que sont les data centers, l'informatique quantique, bref, tous ces éléments qui doivent rentrer en jeu dans le réarmement français. Mais le réarmement industriel français passera par une nouvelle vitalité rurale et je pense qu'il faut accompagner ces industriels à venir se réinstaller dans des régions moins concentrées et permettre du coup de remaintenir ou de redévelopper une vitalité en ruralité. Voilà mon petit clin d'œil et ma réponse à la sécurité et à la propreté parisienne. Donc l'avenir est dans le pré, l'avenir est dans les régions et Laurence, effectivement, on voit effectivement qu'aujourd'hui, en début de campagne municipale, d'un seul coup, tout va changer. Alors je suis tout à fait d'accord avec Benjamin Cauchy sur le fait qu'il faut réindustrialiser la France dans ses territoires, mais ce que je déplore quand même, c'est que, et ça ne va pas à l'encontre de ce qu'il dit, c'est que même maintenant l'insécurité malheureusement a gangréné des villes, des villages où il y a et parfois ils sont un peu moins armés d'ailleurs contre ça, et l'insécurité maintenant c'est partout, on le voit avec les événements, les trafics de drogue, c'est partout, donc c'est assez terrible. Sur l'histoire de la sécurité, vous savez, l'idéologie de gauche ils sont anti-flics. Donc ils ont beau nous la jouer là maintenant pendant la campagne électorale, à nous expliquer qu'ils sont soucieux de la sécurité, ils veulent pas que la police municipale soit armée, donc ils préfèrent mettre nos forces de l'ordre, la police municipale comme des cibles sans pouvoir se défendre. Ils ne veulent pas de vidéosurveillance, ils ne veulent pas, parce qu'ils ont aussi un électorat parmi leur électorat qui aime qui est proche de la délinquance. Donc ils sont dans une idéologie à protéger certains parce que c'est leur cam et c'est leur profil électoral. Tous les sens du terme, c'est leur cam. Faut pas effectivement. Tout ça, merci à tous les 4. Très bonne journée, très bon week-end sur Sud Radio. On se retrouve lundi. Dans un instant, Sud Radio.